Je me souviens, moi, de Shoigu, pas à l'aise. Shoigu, c'est pas le plus chaud-off, c'est Poutine qui est intéressant. Arrêtez de nous contredire. En tout cas, à la télévision russe, ils étaient souvent déprimés. Et là, aujourd'hui, nous sommes sûrs de gagner. C'est ce que martèle le porte-parole du Kremlin. Écoutez Dmitri Peskov. Il est temps que chacun à Kiev et à Washington se rende compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. La Maison-Blanche a annoncé hier que 96% des fonds prévus pour l'Ukraine avaient été dépensés. Mais ils peuvent réimprimer des billets, ils ont des possibilités illimitées. Écoutez, je viens de lire récemment que les États-Unis dépensent en réalité plus de 200 millions de dollars par heure pour rembourser leurs dettes. Les presses à imprimer vont bientôt tomber en panne. Le papier va bientôt manquer. Bon, Peskov qu'on voit pas souvent, hein. Pas souvent comme ça. Pas souvent comme ça. Bon, non, mais vous imaginez, Peskov, encore. Non, alors, ils ont le triomphe modeste. Hein, ils la jouent très sobre. On fait pas des youpies. Bon, ils ont l'air d'être contents d'eux. Et c'est pas le seul, Peskov, qui... Vous voulez pas qu'on dise bonjour à nos invités? Bonjour à Alla Poédi qui nous rejoint. Merci, Alla. Oui, bonjour Eric, bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre Melnik. Et bonjour Alexandre Melnik. Bonsoir. Pardon. Merci d'être avec nous. Donc, on a vu Dmitri Peskov, qu'on voyait jamais. Vous savez, quand on passait le porte-parole du Kremlin... On avait une photo et un photo. Bon, là, il sort, voilà. Et il y a même votre idole, Renaud Pila, Sergueï Lavrov. Non, sérieusement, c'est pas votre idole, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup Yves Tréhard, du Figaro, qui l'a interviewé bien des fois, c'est vrai, hein? Pas bien des fois, une fois. Une fois, bon. Pas mal. Ouais, c'est très bien. Voilà. Vous venez de voir en direct, voilà, l'exagération journalistique bien caractéristique. Oui, alors lui, le ministre russe des Affaires étrangères, il se moque carrément des Américains. Il dit, mais vous avez toujours l'espoir de voir l'Ukraine gagner? Allez-y, causez toujours. Biden croit toujours que l'Ukraine peut récupérer ses territoires perdus. Bienheureux celui qui croit, comme on dit. Zelensky promet une nouvelle contre-offensive, mais la Maison-Blanche nous dit que le budget pour l'Ukraine est déjà dépensé. Eh bien, il est difficile de commenter Zelensky. Il est là, entre autres, pour dire que même s'il est arrêté, si vous ne l'aidez pas, il continuera le combat tout seul. Je pense que c'est assez évident. Voilà, alors les amis, alors ils sortent des chiffres. Vous savez que 96% de l'aide financière accordée par l'Amérique à l'Ukraine a été dépensée, aurait été dépensée. Donc les Russes sortent ce chiffre à tout bout de champ. Les pavoises, hein. Voilà, en pavoise, etc. Alors ils étaient... Peskov comme Lavrov en déplacement au Kazakhstan. Hein, ils ont accompagné Vladimir Poutine qui est au Kazakhstan, vraiment un État post-soviétique avec énormément de pétrole, énormément de gaz, gros enjeux. Et à l'occasion de ce déplacement solennel, eh bien, voilà, ils ont pris la parole. Et le moins qu'on puisse dire, ah là, vous n'allez pas contester ça. Ils pavoisent, les Russes. Ils sont heureux, ils sont fiers. Tout va bien pour eux, apparemment. Mais ils n'ont que ça à faire, Eric. Depuis tout le temps, on les voit quand même croire dans leur victoire, qui n'est toujours pas là. Et depuis très longtemps, ils n'ont aucune réussite sur le front, on peut le remarquer. Et là aussi, quand même, vous avez remarqué dans ce que vient de dire Lavrov, il rend hommage quelque part au président ukrainien, parce qu'il dit que même si les Ukrainiens n'auront pas les armes, lui, il va continuer à se battre. Donc, ils savent que les Ukrainiens ne vont pas s'arrêter. Donc, on va continuer. Et là, c'est encore une fois la preuve, c'est sorti un peu pitoyable. Alors, pardon, Alla, vous disiez que ça fait très longtemps que la Russie n'a pas eu de victoire sur le front, mais pour l'Ukraine aussi. Et c'est aussi pour ça qu'il jubile. L'Ukraine, elle a les victoires tous les jours, il faut savoir. Mais pour ça, il faut aller regarder les sources ukrainiennes et aussi les sources russes, comme je le fais moi, quand je lis les 1000 blogueurs, c'est-à-dire les blogueurs ennemis, ceux qui accompagnent l'armée russe. Et c'est eux qui donnent beaucoup d'informations, même beaucoup plus, sur les victoires ukrainiennes. On parlait plutôt de victoires significatives. Mais ça fait, vous savez, avec des ruisseaux, on fait des grands fleuves. Quelques kilomètres carrés. Non, mais ça c'est pas les kilomètres enfin, en tout cas, carrés,
c'est la destruction des centres de commandement, c'est la destruction du bateau Askold il y a quelques jours. C'est le bateau le plus moderne qui pouvait tirer 4 missiles calibre à la fois. Il a été détruit même encore sur le chantier. Donc encore avant-hier, non, le 1er novembre, la destruction d'un centre de commandement de forces aériennes russes avec 3 colonels tués, et même on parle de général Teplinsky qui n'est toujours pas là. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ce sont des victoires très importantes, encore invisibles pour les résultats sur le terrain, mais ça va venir. Alors c'était il y a quelques semaines, Vladimir Poutine, le 15 octobre exactement, donnait un petit peu le là de ce nouveau discours côté russe, qui marque une inflexion, le retour de l'alignement favorable des planètes. La contre-offensive ukrainienne a totalement échoué, disait Poutine. En ce qui concerne la contre-offensive, qui semble toujours en cours, elle a complètement échoué. Nous le voyons, nous le savons, et nous y répondons en conséquence. Ce qui se passe maintenant, tout au long de cette période, c'est ce que l'on appelle de la défense active. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yves Tréhard? Donc on a ici les forces en présence à là, et nous entendrons dans un instant cet ancien diplomate soviétique qui est avec nous toutes les semaines, Alexandre Melnik. Mais bon, est-ce que vous pensez comme moi que ça va mieux? Je dirais pas bien, en tout cas bien mieux pour Poutine, pour son armée, pour son industrie militaire et pour sa guerre? Moi, j'entends ce que dit Allah, c'est-à-dire que il faut aller dans le détail et probablement, et c'est vrai, on l'a vu notamment par la mer, il y a eu sur mer, il y a eu des exploits même qui ont été réalisés par les Ukrainiens. Néanmoins, il y a le terrain et puis il y a le sentiment. Et le sentiment aujourd'hui, c'est lequel? C'est que cette contre-offensive ukrainienne n'a pas marché et que le pari de Vladimir Poutine de faire entrer ce conflit dans un conflit d'une grande longueur, que ça va être très long, qu'il va fatiguer les forces ukrainiennes, qu'il va épuiser le moral ukrainien, ça, il est en train de le gagner. Et on le voit, depuis 15 jours, on parle de quoi en Ukraine? On parle de l'élection présidentielle avec des hommes et des femmes politiques, ou qui ne sont pas des politiques professionnels, qui commencent à contester les choix stratégiques de Zelensky, y compris le chef d'état-major qui a dit que la contre-offensive était peut-être dans une impasse, qui est un mot quand même extrêmement lourd et à grande portée. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai le sentiment, d'après ce qu'on me rapporte, qu'il y a quand même une fracture qui est en train de s'opérer entre le front, entre les hommes et les femmes qui se battent, et Dieu sait si c'est difficile, et puis ceux qui sont à l'arrière, à Kiev et à l'ouest du pays. Alors, vous dites vrai parce qu'on avait entendu juste des Ukrainiens qui le disaient justement lors d'un micro-trottoir. Voilà. Et alors, la troisième chose qui me paraît importante à souligner aussi, c'est l'attitude des Occidentaux. L'attitude des Occidentaux qui sont à fond et qui étaient à fond derrière l'Ukraine. Avec le conflit qui s'est ouvert au Proche-Orient, eh bien, évidemment, il y a et ça, Poutine en joue avec délectation, j'ai envie de dire. Il voit bien que les opinions publiques sont en train de se déporter peut-être sur l'autre conflit, leur intérêt, et que les Occidentaux vont peut-être pas pouvoir assurer le ravitaillement de chacune des armées. Surtout que le partenaire principal, ce sont les Américains, et à aucun moment on peut imaginer que les Américains laissent tomber les Israéliens. Ça, c'est niet. Niet, quel qu'il soit, qu'il soit républicain ou démocrate, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une crainte que peuvent avoir les Ukrainiens. Mais pour éviter la colère de Allah qui va me tomber dessus, je dirais je ne vous souhaite rien de tel. Tout ça, ce serait terrible. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments de psychologie. Et la psychologie dans la guerre, elle joue sur le moral, et ça me paraît très important. C'est pour ça que j'ai effectivement... il a gagné d'une certaine façon sur ce front-là, pour le moment, Poutine. Alors, Alexandre, je connais votre cœur ukrainien, mais on peut être, et c'est mon cas,
favorable à l'idée que l'Ukraine triomphe de cette opération spéciale lancée par Poutine il y a plus d'1 an et demi, et en même temps admettre que ça va plutôt mieux pour le camp russe depuis quelques semaines que pour le camp ukrainien. Est-ce que vous franchiriez ce pas, vous ? Non. Non, tout simplement parce qu'il faut toujours se méfier des jugements hâtifs. Et la situation est toujours fluide. Je me souviens, Eric, quand j'étais étudiant à l'école diplomatique à Moscou, parce que vous aimez me rappeler mon souvenir diplomatique. Donc, on m'avait appris dans les années 70, c'est le communisme soviétique qui allait gagner la guerre froide. On sait ce qui est arrivé par la suite. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours distinguer les choses. Aujourd'hui, la situation est fluide. Il ne s'agit, je dirais, pour employer une autre expression connue à l'époque de Mitterrand, ni échec, ni percée. C'est-à-dire, il y a une sorte de statu quo aujourd'hui sur le front. Et finalement... Votre discours a changé sur ce plan-là, parce qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une dynamique ukrainienne. Donc là, il y a un enracinement. Je disais tout à l'heure que la situation est fluide, que rien n'est encore gagné ni perdu, parce que la guerre n'est jamais gagnée tant que l'ennemi ne s'est pas rendu. Et je vois très mal les Ukrainiens se rendre, parce que c'est un peuple héroïque qui ira jusqu'au bout pour la défense de sa patrie et aussi de la liberté. C'est plutôt un discours de Normand que vous nous faites, là. Non, je crois que je vais à l'essentiel, et pour ne pas être dans le discours de Normand, je serai dans le discours churchillien, qui disait... Après, jusqu'au bout, c'est quoi le bout ? Tout, la Crimée, tout ça, vous y croyez encore ? Le bout, c'est toujours les objectifs de guerre qui étaient fixés dès le début par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La guerre avait commencé en Crimée, la guerre doit se terminer en Crimée, c'est-à-dire la défaite de la Russie aussi. C'est pas seulement la victoire de l'Ukraine, mais aussi la guerre en Ukraine. Et pour revenir au discours churchillien qui disait que la victoire n'est jamais finale, l'échec n'est jamais fatal. C'est le courage de poursuivre qui compte. Et voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, que les Ukrainiens, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à combattre. Et aussi, c'est aussi un appel au sursaut occidental, qui, à mon avis, et là je tiens à mon discours depuis le début de la guerre, n'avait jamais réalisé l'impact mondial, l'impact planétaire, l'impact global de cette guerre qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas tout simplement de la conquête, reconquête des territoires. Il s'agit d'une guerre contre les valeurs qui ont fondé la civilisation occidentale depuis Athènes, depuis Rome, et évidemment les valeurs de Lumière. Est-ce que quelqu'un ici, sur le plateau ou ailleurs en France, veut vivre dans un monde dominé par les autocrates, où il n'y a pas de liberté d'expression? Non, mais la différence, c'est que je vais, comment dire les choses sans vous froisser. Moi qui suis intensément pro-occidental, amoureux de la liberté et du mode de vie européen que nous avons, et je parle en tant que citoyen et plus en tant que journaliste, je suis tout de même très inquiet par un certain nombre de paramètres que, en vous écoutant, je viens de lister avec mon petit stylo et que je vais vous lire. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire, tiens, je vais demander à Aurélien qui est dans la régie, j'avais préparé une petite phrase. Vous savez, il y avait un film autrefois qui s'appelait « Nous nous sommes tant aimés ». Et moi, voilà, nous nous sommes tant trompés. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je vais l'enlever dans 30 secondes sur la question russe. Non, il est bien. Il est bien, il vous plaît ? Nous nous sommes tant trompés. Pourquoi je dis ça ? Il y a effectivement l'aide américaine qui n'est plus acquise pour l'Ukraine. Il y a, à certains égards, les opinions publiques de certains pays occidentaux, en Europe et ailleurs, qui commencent à être un peu moins favorables à la poursuite de cette guerre et à l'aide ukrainienne. Deuxième paramètre. Il y a Volodymyr Zelensky en Ukraine qui commence à être contesté. C'est un pays démocratique. Il y a des gens qui aimeraient que ce soit quelqu'un d'autre. On lui fait quelques efforts pour expliquer qu'il ne faut pas se quereller, etc. Ça devient un peu plus tendu qu'il y a quelques mois. Quatrième paramètre, il y a l'effort militaro-industriel russe, une mécanique longue, un long diesel qui commence à se mettre en branle et qui commence à sortir plus de missiles, plus de canons, plus de chars qu'avant. Et ces chars, on va les retrouver où ? En Ukraine. Il y a le deuxième front, cinquième paramètre, le deuxième front israélo-palestinien qui conduit les Américains à dire on va plutôt donner des armes aux Israéliens plutôt que les obus aux Ukrainiens parce que c'est plus prégnant, c'est plus difficile. Israël, c'est tout petit, ils sont très menacés. La guerre, tout ça. Il y a des pays anti-occidentaux
qui n'avait rien à voir avec la Russie, qui se range derrière Poutine, une diplomatie russe qui est complètement dingue, Lavrov qui voyage partout, le Kazakhstan, l'Iran, etc. Voilà. Et puis, il y a la Corée du Nord qui vient de donner 1 million d'obus à la Russie. Bref, tout ça, c'est une mécanique, j'ai envie de dire, vertueuse pour les Russes, qui fait que oui, les Russes vont beaucoup mieux et que c'est très inquiétant pour Zelensky et pour l'armée ukrainienne. Mais c'est très inquiétant pour nos démocraties. Oui. Et là où nous nous sommes trompés, Eric, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, on s'est trompé parce que l'Occident n'avait pas accordé toute aide nécessaire que l'Ukraine avait demandée dès le début de l'agression de l'Ukraine par la Russie. On était toujours dans ce que peut appeler une femme en moitié enceinte, c'est-à-dire d'un côté, oui, on aide, mais finalement, on n'est jamais allé jusqu'au bout, Renaud, c'est-à-dire jusqu'au bout, comprendre que l'Ukraine, c'est nous, que l'Ukraine, c'est l'avant-poste de l'Occident, que cette guerre nous concerne tous. Et ça, on n'a jamais compris ça. Alexandre, je vous parle chars, tanks et canons, et vous me répondez éthique, morale et liberté. Non, je vous rappelle que la procrastination... On est tous favorables à Du coup, on est d'accord sur le diagnostic, alors maintenant c'est moyen, quoi. Oui, mais la procrastination, c'est-à-dire on a donné toujours au compte-gouttes. Finalement, on a fini par exploser toutes les lignes rouges, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais pourquoi on n'avait pas fait ça quand il fallait le faire, c'est-à-dire saisir ce moment, cette opportunité d'aider l'Ukraine quand il en avait vraiment besoin. C'est-à-dire, est-ce que j'ai écrit et dit que la procrastination, c'est... Vous avez vu comment, rhétoriquement, je vais m'envoyer des fleurs là, je vous ai fait un petit peu changer, je vous ai fait un tout petit peu cranter. Parce que tout à l'heure, vous disiez non, la guerre, ça va, tout va bien. Et là, maintenant, vous dites... Mais c'est la dialectique. Oui, mais très bien. Donc, alors que j'avais appris aussi la dialectique matérialiste. Là, voilà, donc... Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce que vous venez de dire, Alexandre, je suis en désaccord total avec ce que vous venez de dire sur l'aide occidentale. Je crois qu'au contraire, la cause, puisque c'est une vraie cause de la liberté, comme le disait Eric, la cause de la liberté qui est celle de l'Ukraine, a réveillé d'une certaine façon l'Occident. L'Occident était en train de plus croire à ce qu'il y ait encore une guerre à sa porte ou chez elle, puisque c'est vraiment... ou chez lui, pardon, l'Occident. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, on n'a jamais vu l'OTAN refaire bloc comme il faisait, vous savez, alors qu'il devait être en mort cérébrale si on entendait et si on écoutait le président de la République française. Troisième chose, l'Union européenne. Et puis l'OTAN s'est élargie d'ailleurs, elle a accueilli la Suède, elle a accueilli d'autres pays. Pas encore, mais c'est en train de se faire. L'Union européenne est également en train d'étudier, et l'Ukraine sera probablement un des futurs pays qui rentreront, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que comment va fonctionner l'Union européenne, j'en sais rien, mais l'Union européenne... Quand il n'y aura plus la guerre. Elle veut faire masse. Bah, mais quand il n'y aura plus la guerre. Elle veut faire masse, et elle veut se poser, c'est un des piliers quand même de l'Occident. Donc je trouve que cette guerre, que je regrette, que je déplore, comme la plupart des gens, elle a réveillé l'Occident, précisément. Oui. Mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de finalité. Non mais attendez, l'aide militaire, mais ça je laisserai le colonel Goya en parler, l'aide militaire, elle ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. D'abord parce qu'on avait démilitarisé nos pays. C'est en cours, donc c'est pas fini. On n'a pas à faire les bilans encore aujourd'hui. C'est une étape difficile. C'est une étape difficile. C'est une étape difficile, mais c'est absolument pas possible aujourd'hui de parler de fin de la guerre, bien sûr. De fin de la guerre, de perte ukrainienne. Non, c'est juste une étape, une période. Et Eric, moi j'aimerais bien qu'on reprenne votre liste. Vous avez dit numéro 1, c'est quoi? C'est l'aide américaine. Regardez, l'aide américaine, même s'ils annoncent aujourd'hui que l'aide à peu près épuisée, mais il y a le Congrès a voté les 14 milliards pour Israël, mais président Biden, il a dit que je refuserai, je mettrai le veto, et le Sénat n'a pas validé cette aide pour Israël sans l'aide de 61 milliards. Ils essaient de tenir. Donc, pour l'instant, c'est pas décidé. Encore, déjà, l'Union européenne... Mais c'est quand même chaud. Ah oui, c'est quand même chaud que le Congrès dise la vie est un combat. Israël, non Ukraine. Vous avez raison, Biden dit on va pas faire comme ça. Mais c'est chaud en Ukraine tous les jours, c'est très chaud parce que ça bombarde. Donc deuxième point, c'était quoi chez vous? Les opinions publiques en Europe, voilà. Bon, c'est pas rien. On est en démocratie. Non, ça c'est pas vrai. Vous avez ça s'effrite un petit peu, mais je trouve qu'au bout de 2 ans de guerre, vous avez encore une majorité d'Européens vraiment qui soutient. Ça tient au bout de 2 ans de guerre et ça n'aurait pas été
je sais que vous avez du flair. Vous sentez bien qu'il n'y a plus le même enthousiasme en Europe. Et parce que tout le monde avait envie que ça soit rapide. Tout le monde avait envie que ça soit rapide. La magie Zelensky, qu'on le veuille ou non, tout pouvoir s'estompe s'use avec le temps. C'est comme ça, c'est la vie.